Bonjour, nous sommes très heureux, Léonore et moi, de lancer notre podcast littéraire, Page Vive, dans les studios de Capta Vidéo. Nous sommes heureux et bien entendu émus, car c'est le premier podcast que nous enregistrons aujourd'hui. Alors Page Vive, c'est quoi ? Page Vive, c'est un podcast littéraire qui donne la parole à celles et ceux qui font vivre les mots et les livres. Celles et ceux qui font vivre les mots car ils écrivent, c'est-à-dire les auteurs tous genres confondus. Romans, nouvelles, poésie, essais, théâtre, bande dessinée, cinéma, chansons. Celles et ceux qui font vivre les mots et les livres car ils les lisent et aiment en parler, lecteurs lambda ou lecteurs plus connus. Page Vive, c'est un échange en 4 temps, 4 rubriques. La rubrique parcours, la rubrique sillage, une carte blanche de notre invité, puis 3 coups de cœur littéraires ou culturels présents ou passés pour terminer. Nous vous donnons rendez-vous chaque mois. À toi Léonore de nous faire découvrir notre premier invité. À l'heure où les algorithmes prétendent devancer nos envies et dicter nos lectures, il existe encore des lieux où c'est l'âme qui mène la danse. Vous serez les bienvenus au 23-25 de la rue Rambuteau, entre les murs des cahiers de Colette, au cœur du Marais. Dans cet espace élégant et effervescent dédié aux livres, on ne calcule pas, on ressent. Depuis 1986, Colette est bien plus qu'une libraire. Elle est une boussole. Prénommée ainsi par son père qui l'a rêvée écrivaine, elle a choisi une autre voie, peut-être plus généreuse encore. Celle de faire circuler les mots. Ce qui ne devait être qu'une escale, étape vers l'édition, est devenu le combat d'une vie. Près de 40 ans d'exigence, de coups de cœur et de résistance poétique. Décorée de la Légion d'honneur dans son propre sanctuaire, elle défend une littérature qui transforme. Une littérature qui, comme celle de Nicolas Bouvier, nous rappelle que le vrai voyage ne consiste pas à changer de paysage, mais à changer de regard. Bouvier écrivait dans L'usage du monde « On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt, c'est le voyage qui vous fait ou qui vous défait. » C'est précisément ce voyage et ce pont entre les mots et l'homme que nous allons explorer. Colette Kerbert, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis ravie d'être là. Surtout, j'aime beaucoup Léonore Kefelec qui avait écrit un très beau récit, parce que ce n'est pas un roman, qu'elle avait signé chez moi, qui s'appelait Roulette russe, chez Anne Carrière. Et c'est là que j'ai découvert Léonore Kefelec et le talent, la finesse de son écriture. Et je suis ravie quand elle m'a appelée. Et là, vous parlez de Nicolas Bouvier, que j'ai très bien connu, qui était très confidentiel tant qu'il était vivant. J'avais fait une signature avec lui, je n'avais eu que 2 lecteurs qui étaient venus. Mais lui, il s'en fichait, c'était pas son... Et j'ai pensé, là, souvent, quand je vois l'auteur culte qu'il est devenu, que s'il est quelque part, ça doit beaucoup le faire rire, parce que jamais il aurait imaginé, il faisait ça pour lui et par générosité, parce c'était un être... J'ai eu la chance de connaître des êtres comme ça aussi généreux et qui n'étaient pas avares ni de leur amitié, ni de leur présence. C'est avec un grand plaisir donc, que nous vous accueillons. Donc merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Vous êtes la première invitée de Page Vive, c'est un jour important pour nous. Et une première invitée ou un premier invité occupe toujours une place particulière. Comme l'a évoqué Léonore, nous sommes heureux de vous recevoir car les mots et les livres sont au cœur de votre vie. Figure emblématique de la librairie indépendante depuis 40 ans, vous œuvrez pour la diffusion du livre dans votre librairie, Les Cahiers de Colette, installée rue Rambuteau, en plein cœur du Marais et à 2 pas du musée Beaubourg. Vous avez créé la librairie Les Cahiers de Colette en janvier 1986. À quoi tient une telle longévité ? Alors là, vous posez une question que finalement, à laquelle je ne pourrais pas répondre moi. Pendant très longtemps, j'avais du mal à déléguer. Maintenant, je délègue et j'ai une équipe très, très intéressante. Je crois que vous connaissez Nicolas, qui est quand même mon bras droit et qui reprendra la librairie. Mais autrement, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'elle fait partie de moi. Et je dois dire que j'ai eu un drame dans ma vie. En 2007, j'ai perdu mon fils et je pense que là, je me suis complètement encore plus investie dans la librairie Donc, c'est pour ça, je ne sais pas, ma longévité, puis aussi la curiosité de vouloir tout le temps trouver des nouveaux auteurs, parce que je trouve qu'en plus, on est une période, contrairement à ce que disent le 3/4 des gens, où en littérature française, c'est assez riche et on a beaucoup de talent aujourd'hui.
beaucoup plus que je pense qu'aux États-Unis actuellement. Et c'est ça, je pense, ma longévité, c'est d'avoir toujours envie de lire et d'essayer d'apprendre. Pour moi, la lecture aussi, c'est pas me reconnaître dans un livre, c'est de justement apprendre à voir les autres. Oui. Vous pensez à qui comme talent ? Dans les talents d'aujourd'hui, oui, les jeunes talents, d'abord, un a été couronné, c'est Laurent Mevigné. C'était depuis son premier livre. Je dois dire que je lui ai dit cette vieille histoire tous les deux, parce qu'il est venu déjà pour son premier livre. Mais il y en a beaucoup d'autres. Là, oui, j'imagine bien. Oui. Marine Diaye, par exemple, et Christine Angot aussi. Et il y a aussi une femme autrice que j'aime énormément, c'est Constance Debray, non ? Constance Debray. Je trouve que c'est une voix absolument qui, pour moi, est plus forte, avec cette écriture dépouillée qui va à l'os, et elle est absolument fascinante. Et c'est quoi alors la patte Colette Kerber, en fait ? Qu'est-ce qui singularise votre métier de libraire ? J'essaye justement, ce qui est singulier par rapport aux grandes surfaces, c'est de faire vivre des livres plus confidentiels. C'est de faire un peu le son sur des auteurs qui sont pas plus difficiles, mais dont on parlera pas vraiment dans la presse, qu'on parlera après, quand le livre sera plus en librairie, ça arrive assez souvent. Et c'est faire le son, s'occuper de livres à petit et moyen tirage. C'est cela qui m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse, c'est cela que j'ai envie de défendre et de proposer, de faire des rencontres avec les auteurs. Comment est-ce que vous arrivez à faire le tri entre tous ces livres ? Alors déjà, il y a le tri par éditeur, un peu moins maintenant, mais enfin un peu malgré tout. C'est par éditeur. Souvent, les représentants des éditeurs, s'ils sont bons, et dans l'ensemble, certains sont bons, d'autres vendraient des chaussettes à la place, mais ceux qui sont bons attirent votre attention sur certains, surtout dans les premiers romans. Et autrement, on reçoit à l'avance aussi les services de presse, beaucoup. Et en regardant sur les 2-3 premières pages, on voit s'il y a quelque chose qui vous accroche. Déjà, si dans l'écriture, si dans la façon, ça se voit assez vite, un peu comme, je pense que comme les lecteurs des comités, on voit assez vite, avec 5 pages, on voit si on est accroché ou non. Donc en fait, c'est que vous avez employé à plusieurs reprises l'expression de passeur de livres pour qualifier votre métier d'éditeur. Ça correspond complètement à ce que vous venez de nous dire, mais de tous les livres. De tous les livres, oui, parce que aussi les essais. Alors là, je trouve que autant en littérature, je trouve qu'on est riche, autant en essais aujourd'hui, c'est pas exceptionnel. Ouais. C'est plus les années 80, 90. Même 2000, où il y avait tous ces grands penseurs, ces grands philosophes, ces grands sociologues. Mais alors parfois, comment est-ce que vous arrivez à voir, par exemple, quelqu'un qui va rentrer dans votre librairie, parce que c'est un passage aussi touristique, ou même des curieux Oui, bien sûr, heureusement. Le passage, en tout cas. Heureusement, le passage, oui. Et est-ce qu'en voyant une personne, vous arrivez à voir, en discutant un peu avec elle, quel livre pourrait lui correspondre ? Il faut d'abord que je... Bon, certains rentrent, ils ont leur livre là, ça va être Pénicaud à partir de demain, ça va. Oui. Ça va un peu. Les autres livres, ça va noyer les autres livres. Mais bon, ça c'est bon. Mais si les gens me demandent, je leur pose quand même 2 ou 3 questions, au moins ce qu'ils ont aimé. Oui. Et quel genre de livre ils ont envie de lire. Et à partir de là, je vois si ils veulent de la romance, que je ne fais pas, mais je peux leur donner un livre de littérature qui soit facile à lire et qui soit... Mais il faut que je pose des questions... Oui, je peux pas... C'est pas écrit. Bien sûr, oui, c'est pas écrit sur le visage d'une personne. Et avec vos clients très fidèles, dont vous connaissez les goûts... Ah oui, ceux-là, je sais, quand ils arrivent... mais est-ce que vous essayez aussi parfois de leur ouvrir aussi d'autres horizons ? Oui, mais je sais, mais ils me font confiance, oui. Là, je sais, ceux-là, oui, je sais que ce livre, même si c'est pas dans leurs préoccupations... mais que
ça va les intéresser. Ça, c'est autre chose. J'ai des clients fidèles et il y en a qui viennent tous les semaines ou tous les 15 jours et qui me disent aujourd'hui je prends quoi. Et qui se laissent faire. Qui se laissent faire. Et conseiller. Et de temps en temps, ils n'ont pas aimé, ils me le disent. Mais en général, ils ont aimé. Mais ils me disent, non, parce que j'en dis qu'ils me disent s'ils n'ont pas aimé, parce que malgré tout. Et quelqu'un qui n'a jamais lu, par exemple, Alors, ça vous est déjà arrivé ? Oui, ça m'est déjà arrivé, ça c'est assez compliqué. Je pense, oui. Et ça c'est assez compliqué. Mais je me souviens, mais ça c'est vieux, c'était un commerçant de la rue qui au départ n'avait jamais lu et qui après était devenu un vrai lecteur. Et c'était un commerçant d'à côté. Mais le premier que j'ai vendu, je n'arrive plus à me souvenir, mais c'était forcément pas... C'est plus dans les classiques. Il y a souvent, j'utilise aussi Flaubert, Les Trois Contes. Oui, j'aime beaucoup. Parce que d'abord c'est court, les contes sont magnifiques, et de montrer que la littérature, c'est pas compliqué. Quand c'est un grand écrivain, c'est jamais compliqué, je trouve. Et la nouvelle ne peut pas être une porte d'entrée ? Oui, mais il ne faut court. Pas dire que ce sont des nouvelles. Les Français se méfient, contrairement aux anglo-saxons. Mais justement, là, c'est Flaubert, ça les rassure. Comme Maupassant. Mais autrement, oui. Mais là, moi, je pense que c'est une porte d'entrée pour certains, même pour moi, des nouveaux écrivains américains ou allemands, où j'aime bien commencer par les nouvelles. Je vais l'appeler Laszlo, c'est ce que je fais. Le prix Nobel de cette année, que j'avais adoré, mais c'était que des textes très courts aussi. Oui. Donc ça, c'est pour ça que cette année, ce prix Nobel-là, Krosnokai, je crois. Donc, mais c'est vrai que je pense que pour des gens qui lisent peu ou qui n'ont pas lu du tout, la nouvelle, c'est quelque chose qui me semble être une bonne porte d'entrée, oui. Il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression aussi, qui se censurent ou qui ne se sentent pas légitimes de lire de grands auteurs. Parce que là, je voyais, et j'ai rien contre cette dame, mais dans les meilleures ventes, c'est La femme de ménage. Oui, ça, oui, c'est... Et c'est très bien, mais peut-être qu'ils n'osent pas, en fait, acheter les trois comptes. Non, je pense qu'ils n'osent pas non plus, parce que ça, c'était arrivé dimanche dernier. Donc, parce que j'ouvre le dimanche après-midi. C'était pas moi, c'était mon collaborateur du dimanche, qui est charmant. Il y avait un jeune homme qui lui demande, qui dit qu'il n'a jamais lu. Et donc, il lui montrait, là, c'était comme ils avaient la même génération, le même âge et tout. Mais finalement, il n'a rien pris. Il a dit, mais on m'a parlé de La femme de ménage, et il est reparti avec La femme de ménage. Ça le rassurait, puis ses amis avaient lu, alors les autres, C'est une façon aussi de rassurer. Oui, peut-être. Parce que je vois que Adil, c'est son prénom, il s'était senti un peu trahi. Il a dit, puis j'ai montré des choses faciles. Et j'ai dit non, mais il ne connaissait pas, les noms ne lui parlaient pas. Et La femme de ménage, même si le nom, mais il savait que ça existait, il pourrait dire à ses copains et ses copines qui l'ont lu que lui aussi l'a lu. Oui. Donc j'ai dit, il ne faut pas que tu te sentes blessé. Tu as voulu, mais... Ça sera peut-être pour une prochaine fois. J'ai dit, c'est bien que tu l'aies fait. Et puis ça reste dans un coin de la tête bien du sûr. lecteur. Donc, il faut que ça fasse son chemin parfois aussi. Oui. Vous vous êtes lancé en fait dans le métier de libraire avec pour objectif, je crois, de devenir éditrice. Vous avez continué en tant que libraire. Est-ce que c'est la passion de la librairie qui a pris le pas ? Tout à fait, c'est tout à fait ça. Moi, ce que j'aimais dans la vie, c'était devenir éditrice. Parce que là, je dois dire... Je vais rendre hommage quand même, parce que même si l'homme a des défauts énormes, ça a été quand même un grand ministre de la culture, et la librairie et l'édition indépendante lui doit beaucoup. C'est Jacques Lang qui a fait le prix unique du livre, et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de librairies indépendantes et d'éditeurs indépendants. Donc c'était à la demande, effectivement, de Lindon, Jérôme Lindon, qui est des éditions de Minuit, qui lui avait parlé, mais il a écouté. Donc au départ, c'était d'être éditeur. Mais je me suis dit, pour être éditeur, parce que j'avais quand même un peu les pieds sur terre, il faut connaître le marché du livre. Quand j'ai commencé la librairie, j'étais prise vraiment là. Je me suis dit, mais c'est beaucoup plus intéressant, c'est la culture qui est bien à moi. Moi, je trouverai des auteurs, mais ils ne me suivront pas, puisque je serais trop petite au départ. Donc... Et je me suis dit, mais c'est génial. Et en plus, je suis l'intermédiaire entre l'écrivain et le public. Et le public et les lecteurs. Donc je trouvais que c'était ce qui était beaucoup plus passionnant.
au bout d'un mois de librairie, je savais que je ne serais pas éditrice et que je resterais libre. Ah oui, très rapidement. J'ai trouvé que cette partie du métier était vraiment géniale. Je dois dire que j'ai eu de la chance dans ma vie dans ma vie de libraire aussi, de rencontrer des êtres exceptionnels. Oui, ben justement, je voulais vous poser la question sur... Est-ce que vous auriez 3, 4 ou 5 temps forts comme ça, ou rencontres fortes qui ont eu grâce à votre métier? Ben oui, donc d'abord Maurice Nadeau, qui est un être exceptionnel. Pierre Guyotat, qui est un être qui m'a appris beaucoup de choses. Nicolas Bouvier, à qui je dois vraiment beaucoup. Roger Grenier, qui était aussi un être... Je dois dire que j'ai eu quand même la chance de rencontrer des gens aussi forts que... Oui. Et qui m'ont appris vraiment beaucoup de choses. Et est-ce que vous trouvez, par exemple, qu'est-ce que vous pensez des audiobooks ou de livres numériques ? Honnêtement, j'en sais rien, je pense rien. Que vous pensez que des gens peuvent s'intéresser à la littérature avec ça ? Moi, j'aime bien toucher un livre. Moi, il me semble aussi, mais je pense que ça ne marche pas aussi bien. En fait, ça n'a pas pris beaucoup de part de marché. Ça n'a pas pris beaucoup. Je pense que pour les yeux aussi. Oui. Et puis, en plein soleil, on ne peut pas... Sur une plage, on ne peut pas lire un audiobook, je pense. Oui, ça fait mal aux yeux, enfin, je ne sais pas. Mais je pense aussi, en fait, que ça n'a rien remplacé, en fait. C'est devenu complémentaire pour des gens qui vont préférer ça dans les transports, par exemple. Mais ça n'a rien remplacé. Mais certains disent que, par exemple, les ados, les enfants... Ah non, alors, les enfants, ils adorent les livres. C'est vrai. Quand ils arrivent, même je les entends devant la librairie. Maman, je veux rentrer, ça s'arrête devant la librairie, devant la vitrine jeunesse, dans les enfants. Ils adorent les livres. Vraiment, les enfants. Ils sont... Tant mieux, c'est bon. Oui, j'ai mis des petites chaises pour qu'ils puissent regarder eux-mêmes, choisir eux-mêmes. Il y a des petites chaises. Oh, c'est mignon. Qu'est-ce que vous pensez des réseaux sociaux et de ce nouveau métier d'influenceuse et d'influenceur ? Est-ce qu'ils contribuent à valoriser le livre et à le vendre davantage ? Eh bien oui, en ce moment, je découvre, je ne le connais pas, c'est un homme, on m'a dit, un influenceur qui fait lire Dostoïevski. Quand ça a commencé à vendre... D'abord, ça a commencé par les Nuits Blanches. Maintenant, il fait lire tout Dostoïevski à ses réseaux. J'ai fini par demander oui. C'est intéressant. Et bien, c'est passionnant qu'on fait lire Dostoïevski. Oui. Et après, ils reviennent. Et là, c'est les textes courts de Dostoïevski. Mais le premier qui vient pour Dostoïevski, quand même, je vois souvent. C'est pas attendu. Mais quand il y en a 10 dans la journée qui viennent, on finit par demander. Et là, maintenant, ça fait 3 mois que ça dure. Que ça dure avec d'autres titres. Et là, je dois dire bravo. Là, c'est génial. Oui. Donc. Oui, j'adore Dostoïevski. Bah oui, moi aussi. C'était l'âge aussi où j'ai lu Dostoïevski, justement. Mais là, de voir autant, et j'ai posé la question. J'ai dit, mais c'est un influenceur. Ils m'ont dit oui. J'ai fini par poser la question parce que je suis un peu en dehors des réseaux sociaux. Oui. C'est que j'ai. C'est souvent. Une autre approche, peut-être. Oui. Non, c'est pas. C'est souvent, en plus, c'est jamais très gentil ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, donc je préfère ne pas. Donc je dis. Mais je suis quand même sur les réseaux, librairie. Mais nous, on fait pas grand-chose malgré tout. Et puis, c'est pas une obligation. Non, c'est pas une obligation. Non. Mais oui, c'est bien qu'il y ait des choses... Mais oui, et je pense qu'il y a peut-être d'autres influenceurs ou influenceuses et qui ont peut-être moins de succès, qui en parlent moins bien, parce que de temps en temps, il y a des livres... Et oui, il y a eu la même chose aussi pour Hofstadter, là, quand c'était avec le mur invisible. Oui. Oui, et là j'ai succès, mais j'ai pas su le nom non plus. D'accord. Quand j'ai vu que ce livre qui se vendait, que j'avais, mais qui se vendait pas beaucoup, qui est un livre exceptionnel aussi, et quand j'ai vu que 1, 2, à la 10e, j'ai demandé, dit oui, il y a une influenceuse qui parle de ce livre, donc. Oui, donc ils sont vraiment prescripteurs. Les réseaux sont très prescripteurs. Pour revenir au métier de libraire, que diriez-vous à des jeunes pour les inciter à se lancer dans le métier de libraire ? Je leur dirais d'abord faire une formation. Il y a l'école de la librairie. Il faut aimer lire, ça c'est... Mais il faut aussi accepter de porter des cartons, de les référencer. Il y a tout un travail de manutention. Donc je leur dirais rien, je leur dirais de voir
avec l'école de la librairie. Ça, Très bien. Et là, si c'était à refaire, vous, avec 40 ans de métier, vous le referiez? Ah oui, tout à fait. Oui. Donc super. ça, je le referais. Ah oui, vraiment. Alors maintenant, on va passer à une autre partie, la partie sillage, qui va nous éclairer sur les œuvres qui vous ont marqué. Ah oui, alors c'est Les œuvres et les auteurs qui vous ont marqué, les en œuvres fait. et les auteurs. Donc, Mais alors déjà, d'où vient ce goût pour les mots De l'enfance, oui. de votre parcours personnel un peu plus tard? non, de l'enfance, c'est d'une famille où on lisait beaucoup. D'accord. Les parents, il y avait tout. Il y avait des livres partout. Aucun livre ne nous était interdit. Chez moi, tout le monde lisait beaucoup. Donc, la lecture, elle est venue très tôt. Et qui m'a marqué, évidemment, celui qui est resté mon panthéon, Oui. c'est quand même Victor Hugo. Oui. Parce qu'il est dans tous les domaines. Pas seulement romancier, le poète est immense. merveilleux, oui. L'historien, chose vue, c'est immense. Politique, ses textes politiques sont incroyables. Donc, c'est resté vraiment à mon panthéon. Là. Et je trouve qu'en France, on n'y est pas reconnaissant, parce que c'est vraiment le Shakespeare des Français. Oui. Oui, mais je crois que les Français n'ont pas on parlait de Shakespeare qui est immense aussi, hein, mais qu'on n'est pas si fiers de Hugo, Ah oui. je trouve. Ah ben nous, on l'est. Oui. Donc, ça, bon, les lectures du 19e ont effectivement beaucoup. L'âge, c'était donc Maupassant quand j'étais jeune. Flaubert, bon, tous ces auteurs-là, jusqu'à ce que je découvre Proust assez tôt. Et là, ça a été aussi le choc de Proust, hein, vraiment. Et aussi, chez moi, on lisait beaucoup les auteurs russes, donc dans ma famille. Et donc, assez jeune, c'était Tolstoï. Et plus tard, ça a été Grossman, que j'ai relu pendant le confinement. J'ai relu Vie et Destin, parce que c'était un chef-d'œuvre absolu, et que Kalman Levy a retraduit les autres textes de Vassili Grossman. Il a tout réédité. Alors, Vie et Destin, la traduction était bonne, il n'a pas réédité, mais dans les auteurs français alors, du XXe siècle, Marguerite Duras, c'était quand même, ça a été pour moi une très grande découverte. Hein. C'était sa musique, de sa langue, c'était quelque chose qui... Et beaucoup des auteurs de Minuit, Nathalie Sarraute aussi. Ça a été le nouveau roman, mais pas tous, hein, parce qu'il y en a qui m'ont beaucoup ennuyé dans le nouveau roman. Je dois dire, pour moi, ça a été les deux très, très importantes, et Claude Simon. Parce que Claude Simon, je trouve qu'il y a une sensualité dans Claude Simon qui est exceptionnelle. Et Claude Simon, presque, il faut le lire à voix haute. Ah oui. Presque, parce que c'est une langue, c'est une langue incroyable. Bon, il y a Romain Gary dans les journalistes, mais Kessel, pour moi, c'est presque un journaliste russe. Parce que quand on voit dans les Kapuscinski, ou comment ça s'appelle, Alexevich, ces femmes qui sont à la fois des grands journalistes mais des grands écrivains, parce que leur langue aussi. Et Kessel est dans cette tradition. Et puis alors dans les écrivains américains, il y a Philippe Roth. Philippe Roth, pour moi, j'étais vraiment qu'il n'ait pas eu le Nobel, parce que tous ces textes sont... Pendant le confinement, j'ai relu Vie et Destin, j'ai relu Philippe Roth. D'accord. C'était les deux... Comme j'avais la Pléiade pour Philippe Roth, j'avais beaucoup de textes. Et Grossman, ça prend quand même beaucoup de temps, ça m'a passé, ce qui fait que j'ai même pas du tout souffert de confinement avec ces... Comme quoi les livres. Et puis l'écrivain dans les Allemands aussi, j'ai beaucoup aimé les auteurs allemands. Et autrichiens, Thomas Bernhard, pour moi, c'était les... Roth et Thomas Bernhard étaient les deux grands écrivains de la deuxième moitié du XXe siècle, hein, et que ni l'un ni l'autre n'ait eu le Nobel, ça va. Oui. Et alors, Thomas Bernhard m'a fait voyager. Je suis partie à Vienne. Le premier livre de Thomas Bernhard que j'ai lu, je n'étais pas encore libraire, c'était Le neveu de Wittgenstein. Et avec mon fils, on est parti, qui était petit encore, on est parti faire un week-end à Vienne. Ah oui. Parce que avec comme guide de voyage le neveu de Wittgenstein, les cafés où il allait. Oui, mais moi, c'est
mes voyages, j'ai beaucoup fait. Avec À Trieste, et sur le Danube, c'était Claudio Magris qui m'a emmené sur le Danube. C'est souvent été des auteurs qui vous ont fait voyager ou aidé à voyager. Oui. D'abord en lisant et après physiquement, parce qu'ils m'ont donné avec comme guide de voyage leur livre. Qu'est-ce qui fait, selon vous, la force et la pérennité d'un texte, tout ça, le voyage je ne sais pas, ça parle plus profond, enfin, ça touche l'intime, ces choses-là, parce que ça... Émotion. Vraiment, oui, ça touche l'intime, Philippe Roth. Pourquoi Philippe Roth, je n'ai pas d'histoire commune, il est américain, mais je suis une femme, il y a un homme, il est un peu misogyne quand même, mais Thomas Bernhard, je ne sais pas non plus. C'est une rencontre, en fait. Comment ? C'est une rencontre. C'est une rencontre, à un moment donné. À un moment donné, oui. Et puis Vienne, c'était quand même Freud aussi, qui était une ville mythique. Et ses peintres, Klimt, Kokoschka, Schiller, enfin... Donc, quand j'ai lu Thomas Bernhard, d'un seul coup, je me dis, mais il faut que j'aille à Vienne. Qu'est-ce que la littérature vous apporte que d'autres formes d'art ou de création ne vous apportent pas ? C'est quoi le plus du livre ou de la littérature ? Le plus, d'autres formes quand même, la peinture me parle beaucoup quand même. Sculpture un peu moins, mais la peinture m'apporte beaucoup. D'accord. La musique, mais la littérature me nourrit plus longtemps. D'accord. Parce que parce que là, j'ai un critère, je sais si un livre est bon, si je m'en souviens. Oui. Parce que dans les rentrées littéraires, évidemment, je lis beaucoup. Il y a des livres même que je trouve agréables à lire, c'est que je vais conseiller, et quand ils arrivent, parce que nous, la rentrée littéraire, je prends la rentrée littéraire parce qu'on les lit très tôt, mois de mai, juin. Et quand ça arrive fin août, il y en a dont je ne me souviens plus du tout. Et ça, je sais que j'ai eu du plaisir, donc je pourrais le conseiller, mais que ce n'était pas un grand livre, parce que la mémoire est très sélective et elle garde les choses importantes. Par exemple, Roth, comment j'ai découvert que Philippe Roth, parce que j'avais lu très jeune le complexe de Portnoy. Oui. Parce que c'était des discussions dans ma famille, et que c'était un pornographe. Donc évidemment, je l'avais pris pour le lire. J'avais trouvé que c'était très rigolo, ça m'avait plu, mais j'avais vu que le côté rigolo. Oui. Et quand 10 ans après, 15 ans après, je me dis, mais je m'en souvenais par cœur, je me dis, mais c'était un grand livre, justement. Oui. Mais dans les auteurs aussi, j'ai oublié de citer Houellebecq, même si je n'aime pas l'homme qu'il est devenu et l'homme qu'il était déjà. Oui. Mais justement, dans les signatures, j'ai fait le livre qu'il a publié chez Maurice Nadeau, Extension. D'accord. Il n'y avait que 3 personnes, mais je savais que c'était grand. J'ai eu des problèmes avec beaucoup de libraires. Livre Hebdo m'avait un peu traîné dans la boue parce que je défendais pour les livres d'après, mais je défendais l'écrivain. Et je sais que j'ai raison, je le défends toujours, même si j'ai plus envie de le côtoyer. Ça, c'est évident, mais l'écrivain, il a... c'est là aussi où je vois, par exemple, je pensais à Isaac Babel, qui a disparu dans les purges de Staline, mais les grands écrivains, ils ont le sens aussi de... Ils savent un sens prémonitoire. Oui, un petit peu un sens de l'histoire ou de l'avenir. Joseph Roth, je reviens à l'autre Roth, aussi de mes passions, a écrit en 27, c'était publié au Seuil après, Juifs en exil et l'Antéchrist. J'ai dû regarder que c'était vraiment en 27 qu'il a écrit ça, qu'il voyait la catastrophe qui allait s'abattre sur l'Allemagne et l'Autriche. Donc il y a ce côté prémonitoire. Et, par exemple, Virginia Woolf, pour changer de sujet, disait que si les femmes ont peut-être moins créé dans l'histoire, c'est parce qu'elles n'ont pas de pièces à elles. Ça c'est oui. Et est-ce que pour vous, ça explique qu'il y ait moins d'auteurs femmes qui sont distinguées par des prix littéraires Les prix littéraires, c'est pas si important par la postérité, mais oui, mais vous voyez, même moi, je ne... Et pourtant, les sœurs Brontë, adolescentes, m'avaient marqué, les deux, j'avais adoré, vous voyez, et j'ai oublié de parler. Alors, c'est ce que je conseille aux adolescentes, justement, aux filles plutôt. Mais ce que je trouve que
les collections young adultes, ça, juste un vocabulaire pauvre et tout, qu'elles disent ça. Vous voyez, même Virginia Woolf, j'en ai pas parlé, alors que c'est une écrivaine immense. Dans les Russes, j'ai pas parlé d'Akhmatova et de Tsvetaeva, alors que ce sont... genre, au pied de mon lit, Jane Austen, j'ai aussi toujours un Jane Austen. Vous voyez, même moi, j'oublie d'en parler, alors que ce sont des femmes écrivaines qui m'ont bouleversée aussi. Donc, c'est peut-être la pure... Oui, je pense que la chambre à soi, c'est vrai. Et vous voyez, là, j'ai cité en fait que 2 femmes jusqu'à présent. Christine Angot et Constance Debray, alors que même il y a Chloé Delhomme, que j'aime énormément aussi aujourd'hui. Vous voyez, vous n'avez pas encore une œuvre, vous avez un livre, on attendra. Et c'est vrai que vous voyez que c'est devenu même... Bon, je suis une femme et je ne cite pas des grandes auteurs femmes. Mais vous les aimez quand même, c'est que parfois, oui, mais oui. On peut mais oui, oublier. Mais voilà, c'est pas... Oui, mais c'est fait quand même, au final. Voilà. Vous l'avez fait. Oui, non, mais c'est des écrivaines que j'ai du mal avec autrice, ça me plaît pas le mot. Aussi, j'aime pas ce mot. J'aime pas ce mot, je peux dire écrivaine, c'est plus joli, je trouve. Oui, complètement. Une auteure avec un E. Oui, mais auteur avec un O à l'oral, il faut préciser oui, c'est vrai. à l'écrit, ça. Mais c'est vrai que souvent, surtout avec Akhmatova, je trouve, et puis dans les poètes, il y a aussi Emily Dickinson, que j'adore. Oui. J'adore Emily Dickinson. Quand on me demande des poètes, oui, quand on me demande conseil en poésie, Emily Dickinson aussi. Oui. Donc, j'étais un peu dans une crise existentielle, comme ça arrive plusieurs fois dans une vie, et j'ai lu un livre qui n'était pas probablement un grand livre de Bettelheim, qui est complètement épuisé, qui s'appelle Le cœur conscient. Oui. Et en lisant ce livre, j'étais en analyse pourtant, et en lisant ce livre, je me suis dit, il faut que je sois dans les livres. D'accord. Parce que dans ce livre, et c'est pas le grand livre de Bettelheim, Bettelheim n'est pas un génie non plus avec le recul. Oui, mais ça vous a parlé à un moment donné. Ça m'a changé la vie, ça m'a ouvert. Bon, si j'avais pas été en analyse, je sais pas si... Mais enfin, c'est moi qui l'ai choisi, ce livre-là. C'est pas mon analyste qui m'avait dit de le lire. C'était moi, et ce livre m'a ouvert. Oui, c'est pour ça que je dis qu'un livre peut changer une vie, ça j'en suis sûre. Comment expliquez-vous que la nouvelle n'ait pas une place aussi importante en France que dans les pays anglo-saxons? C'est dû à quoi, selon vous? Ça, je comprends pas. Parce que je trouve que c'est important, des nouvelles. Pour découvrir un auteur, c'est très bien de commencer par des nouvelles. Pour le métro, ça fait une station ou quelques stations de métro. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi Et on a des bons novellistes, mais on ne trouve pas d'éditeurs pour les nouvelles. Oui, c'est ça, oui. Moi, j'adore respirer les livres. J'adore les livres. Moi, non, je ne les respire pas, mais j'adore. Il y a beaucoup de lecteurs quand ils reniflent les livres, et j'adore faire ça. Je trouve que ça me plaît, ça me bouleverse même. C'est vrai, mais je voulais savoir s'il y avait un livre que vous avez marqué par son odeur, mais si vous ne les respirez pas. Non, j'ai pas un bon odorat, c'est peut-être parce que j'ai fumé beaucoup. Moi aussi, je fume. Bon, faut pas le dire. Mais c'était... Non, j'adore de voir mon fils respirer les livres. J'adore ça. Très bien. On va passer à votre carte blanche. Oui, on va passer à votre carte blanche. Donc vous avez le temps que vous souhaitez pour nous faire part de votre carte blanche. Alors sur ma carte blanche, j'en ai déjà pas mal, parce que j'ai parlé du livre qui m'a fait devenir libraire. Donc vous avez dit aussi des choses déjà, mais en fait, comme je m'appelle Colette, et mon père quand j'étais petite, c'était pas par hasard, parce que ma mère n'avait pas choisi ce prénom, donc il voulait vraiment que je sois écrivain. Et alors moi, résultat, évidemment, je n'arrive pas à écrire même une lettre, enfin si j'exagère un peu, mais ça c'était exclu pour moi. Et finalement, je suis devenue libraire. Il était encore vivant quand j'ai ouvert la librairie, ça l'a rendu très heureux. Je suis restée dans les livres, parce que les livres étaient sacrés dans ma famille, vraiment. C'était... Et donc, je suis devenue libraire pour rester dans les livres. Et je vais raconter alors une anecdote que je raconte de temps en temps, mais qui est... Donc, j'avais
arrêté, parce qu'une analyse ne se finit jamais, mais enfin, au bout de 5 ans, j'avais arrêté depuis 2 ans, quand je suis devenue libraire grâce au Cœur Conscient, finalement, de Bettelheim, et qui est rentré le premier jour, ouverture au public. Oui. Ma toute petite librairie, j'avais pas encore des comptes parce que la personne qui j'avais acheté n'avait des comptes nulle part. Je suis allée avec le coursier acheter des livres pour avoir au moins quelques livres et qui je vois rentrer mon ex-psychanalyste que j'avais jamais vu dans le coin. Ah oui. Et qui a acheté, alors ça je n'ai pas oublié, c'était Solitude de Dolto, qui venait de sortir et je l'avais. Et alors quand j'ai essayé elle est partie après en cours, évidemment, elle n'est jamais revenue. Et j'ai pris ça comme très positif. Oui, comme un signe. J'étais très troublée, mais j'ai trouvé ça, parce que malgré tout, c'était le résultat de mon analyse aussi. Bien sûr, oui. Ben oui. Il n'y a pas de hasard, en fait. Non, il n'y a pas de hasard. Donc, alors, c'est... Et comme on a déjà dit, j'ai très tôt pris le virus de la librairie. Et alors, le quartier, justement, malgré tout, changé. Quand j'ai ouvert en 86, il y avait beaucoup surtout des intellectuels, des universitaires. Et effectivement, la clientèle s'est faite assez vite. Là, j'ai toujours, mais c'est autre chose. Maintenant, c'est des agences de pub, surtout agences des agences de communication de communication. Oui. Il y en a partout, des galeries. Le public a changé. Il y a beaucoup moins d'universitaires, mais dans le quartier. Donc, ça fait évoluer. Mais ça a marché très, très vite. Hein, très tôt, parce qu'à l'époque aussi, il n'y avait pas encore beaucoup de librairies dans le coin. Il y avait une très bonne librairie allemande. Oui. Elle était très très bien. Du reste, avant que je joue à la librairie, j'aimais pas les Fnac, pas parce qu'elles n'étaient pas bonnes, mais moi ça m'angoissait de voir tous ces livres que je ne pourrais pas lire. Et moi j'ai découvert aussi les plus jeunes auteurs, Echnoz que j'ai découvert et qui est vraiment un styliste merveilleux là. Oui. Son dernier livre, vous l'avez lu, Bristol, qui est complètement foutraque, mais un exercice de style génial. Prend un plaisir à lire ce livre et donc j'ai découvert. Effectivement, c'était Minuit et POL qui avaient les grands écrivains à l'époque. Paul a toujours aussi, Minuit aussi, du reste. On va passer au coup de cœur. Au coup de cœur, pour terminer. On commence par vous, Colette. Votre coup de cœur ou vos coups de cœur, j'ai cru que vous m'avez dit que vous aviez deux. Oui, parce que ce sont des livres moyen tirage, pour ne pas faire d'erreur sur le premier. Il s'appelle Michael Dichter, c'est son premier livre. Le titre, c'est on l'appelait Béni Diamond, et c'est aux éditions Les Léonides, vous savez, font partie du groupe des nouveaux éditeurs. Ça se passe dans le milieu d'Anvers, des diamantaires, mais en même temps, c'est pratiquement aussi presque une enquête, c'est d'une fluidité, et j'ai énormément aimé aussi Olivia El-Kaïm, qui est chez Stock, qui est c'est une belle écrivaine, mais et là c'est sur la disparition des choses, c'est comment on peut écrire un livre sur quelqu'un qui a laissé aucune trace, c'est la maman de Pérec. Ah oui. Et le livre est vraiment bouleversant, parce qu'il n'y a rien, Georges Pérec ne se souvenait pas de sa mère, donc c'est... avec la disparition, il manque le E, c'est les E, mais il avait 5 ans quand sa mère a confié à la Croix-Rouge pour les enfants et elle a pas pu, elle a essayé de récupérer, partir en zone libre, mais elle était un peu sûrement perdue, cette femme qui était veuve, et elle n'a pas réussi à accéder, donc elle est retournée à Paris où elle s'est fait arrêter et disparue, et je trouve de faire c'est bouleversant à travers justement le rien qui reste, une absence totale. Donc Olivia El-Kaïm, et le titre ? Et le titre, c'est La disparition des choses. D'accord, joli titre en plus. Oui, c'est un très beau titre. Oui. Et je suis étonnée qu'on n'en parle pas plus, parce que je trouve que ce livre est vraiment très bouleversant. Léonore, ton coup de cœur ?
Ah oui, mais alors moi pour refermer ce premier épisode, voilà, je voulais vous confier un coup de cœur qui résonne aussi avec ce qu'on vient de dire sur le pouvoir de la transmission. Et voilà, je voulais parler du livre La vie devant soi d'Émile Ajar. Ah bah oui. Et c'est l'histoire de Momo et de Madame Rosa et une histoire d'amour dans un monde qui n'est pas amour du tout. Et en fait, derrière Ajar, se cachait un autre homme qui avait tout vécu, c'est Romain Gary. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il a eu 2 fois le prix Goncourt. Et en russe, Gary veut dire brûler. Et il a fait un clin d'œil. Ajar, c'est la braise, c'est l'incendie. Et donc, voilà. Et en fait, il n'a pas changé de nom forcément pour tromper ceux du prix Goncourt, mais aussi pour renaître de ses propres cendres. Parce qu'à l'époque, il était un peu considéré comme has-been. Oui, tout à fait. Et il a écrit un livre sous un pseudo. Et là, il a le Goncourt. Et il regardait ça d'un air amusé de son bureau. Et je disais, si la promesse de l'aube, alors c'est pas la promesse de l'aube qui a eu un Goncourt, mais ça m'avait vraiment bouleversée. Ah, c'est bouleversant. Était le cri d'un fils vers sa mère, la vie devant soi, c'est le cri d'un homme qui réinvente de la tendresse pour survivre avec sa mère, parce que Madame Rosa, c'est un peu sa mère. Et je raconte pas la fin, mais c'est bouleversant. Et les mots, c'est vrai que parfois, ça permet de se réinventer. Et donc, voilà, il s'est défait de son nom pour mieux offrir son âme. Donc, voilà, Colette, merci de nous avoir aidés à traverser ce pont aujourd'hui. Et je suis ravie. Et nous, on aura toujours un livre d'une vie devant nous, voilà, comme la vie devant soi. Pour ma part, je vais terminer avec Cabourg et Marcel Proust. Je suis passé à Cabourg récemment, ça faisait un moment que je n'y étais pas allé. Ma balade m'a rappelé à quel point Proust avait occupé une place importante et toute particulière à Cabourg. Il est là à chaque coin de rue ou de mer, ou presque. Des citations de La Recherche du temps perdu, l'œuvre majeure de Proust, jalonnent la promenade du bord de mer qui s'appelle, sans grande surprise, la promenade Marcel Proust. L'écrivain a rédigé une partie de La Recherche au Grand Hôtel de Cabourg, lieu mythique s'il en est. La ville, rebaptisée Balbec dans l'œuvre de Proust, a une place importante dans sa vie. Il a passé à Cabourg 8 étés consécutifs et surtout, il s'y sentait bien et en forme, comme si ce lieu faisait fi de ses problèmes d'asthme et de sa santé fragile. Depuis, je me suis replongé du côté de chez Swann. On n'est pas obligé de lire Proust d'une traite. On peut ouvrir le livre au hasard, comme un recueil de poésie, et se laisser emporter par le flot de Proust et par la musicalité des pages. Merci Colette. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu pour ce premier podcast. Merci aussi au studio Capta Vidéo, placé en plein cœur de Paris, à République. Et n'hésitez pas, si vous avez des besoins de studio pour des podcasts ou autres, ils sont très professionnels et très très accueillants. Mais merci beaucoup Colette d'avoir participé à la première de Page Vive. Merci Laurent. Merci Laurent. Merci au studio Capta Vidéo de nous avoir accueillis avec professionnalisme et bienveillance. Et si vous-même vous voulez enregistrer vos podcasts, faites appel à eux. Ils sont très professionnels et très sympathiques, ce qui ne gâche rien. Merci. Rendez-vous le mois prochain pour le deuxième podcast Page Vive.